Dans la nuit du samedi 26 octobre, Israël a finalement répliqué à la frappe de missiles qu'il avait reçue de l'Iran le 1er octobre. Comme on te l'a déjà expliqué sur Diplo, la réponse israélienne a été plutôt mesurée et limitée. Israël a évité de toucher les deux secteurs les plus sensibles pour le régime iranien, ses infrastructures pétrolières et ses installations nucléaires. Au lieu de ça, l'armée de l'air israélienne, avec une opération mobilisant plus de 100 avions, y compris ses tout nouveaux F-35 Hadir, a ciblé des installations industrielles et militaires en lien avec les programmes de missiles et de drones de l'Iran. Mais là encore, les dégâts sont restés limités, le tout étant bien calibré pour ne pas provoquer de destruction majeure. Alors pourquoi Israël n'a-t-il pas été plus loin? Pourquoi agit-il de manière aussi prudente avec l'Iran alors qu'il est plus offensif avec le Hezbollah au Liban ou le Hamas? Eh bah, on t'en a déjà parlé ici, l'une des raisons, c'est la capacité de Téhéran à frapper en retour en ciblant les champs pétrolifères du Moyen-Orient ou Israël même avec des bombardements massifs qui pourraient submerger les défenses anti-aériennes. Mais ce n'est pas la seule raison. En réalité, Israël a une vulnérabilité dont on parle très peu, mais que l'Iran a déjà menacé d'exploiter à son avantage à plusieurs reprises. Accroche-toi bien pour comprendre ce qui se joue réellement aujourd'hui au Moyen-Orient. Mais petite parenthèse, on a encore beaucoup de spectateurs sur Diplo qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Tu peux facilement y remédier en quelques secondes en cliquant sur le bouton d'abonnement, puis sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et pour ceux qui nous suivent déjà, merci infiniment pour votre soutien. Sans vous, rien de tout ça ne serait possible. On fait de notre mieux pour s'améliorer en permanence et vous êtes la raison pour laquelle on continue. Alors merci beaucoup et sur ce, on démarre. Le Léviathan, monstre marin géant incarnant le chaos dans la tradition juive, est un monstre terrifiant qui a autrefois terrorisé les juifs. Et aujourd'hui, en pleine guerre au Moyen-Orient, il pourrait représenter une menace immense pour Israël. Non, on n'a pas perdu la tête. Le Léviathan, au-delà de sa dimension mythologique, c'est aussi le nom du plus important gisement de gaz offshore d'Israël. C'est une source de richesse énorme pour le pays ces dernières années, mais il pourrait bien devenir un talon d'Achille. Depuis qu'Israël a découvert et commencé à exploiter d'importants champs gaziers dans ses eaux territoriales en Méditerranée, son système économique a radicalement évolué. Aujourd'hui, plus de 70% de toute l'électricité produite en Israël dépend directement du gaz extrait de Léviathan et d'autres champs comme Tamar, situés au large des côtes israéliennes. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que ces champs gaziers pourraient constituer une faiblesse? Parce que ces gisements sont devenus la colonne vertébrale de l'infrastructure énergétique d'Israël. Autrement dit, toute attaque directe contre ces plateformes ou contre les installations côtières qui reçoivent le gaz pourrait plonger le pays dans une énorme crise énergétique. D'une certaine manière, on pourrait dire que les champs de Léviathan et de Tamar sont pour Israël ce que l'île de Karg est pour l'Iran, comme on te l'a déjà expliqué dans une autre vidéo. Attends une minute, Israël et le gaz, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Depuis la découverte et surtout l'exploitation des gisements de gaz Léviathan et Tamar, la position énergétique d'Israël a complètement changé. Pendant des décennies, le pays a dû affronter de sérieux problèmes d'approvisionnement énergétique. Mais grâce à ces nouvelles ressources, tout a radicalement changé. Ces champs gaziers ont non seulement permis à Israël de réduire fortement sa dépendance aux importations étrangères et de générer beaucoup de revenus, mais ils ont aussi joué un rôle crucial dans sa politique régionale. En fait, Israël fournit désormais du gaz à la Jordanie et a conclu des accords importants avec l'Égypte. En somme, ces ressources sont devenues une bénédiction tant pour l'économie que pour la diplomatie israélienne. Et de quelle quantité de gaz est-ce qu'on parle exactement? De plus de 800 milliards de mètres cubes. Pour te donner une idée, ça représente de quoi alimenter un pays comme l'Espagne pendant plus de 20 ans ou l'Allemagne pendant plus d'une décennie. Pour Israël, c'est un trésor énergétique, mais aussi une cible de choix en temps de guerre, voire une cible privilégiée pour des attentats terroristes. Israël ne peut absolument pas se permettre de perdre ses gisements. Ils alimentent l'industrie, les foyers et sont essentiels pour soutenir l'effort militaire. Si une attaque venait à endommager ces champs ou l'infrastructure de stockage et de transport, ça provoquerait non seulement des pertes de revenus, mais aussi des pannes de courant, la fermeture de nombreuses usines et au final, ça affaiblirait la capacité d'Israël à tenir dans un conflit prolongé. Et bien entendu, les ayatollahs en Iran sont parfaitement conscients de cette vulnérabilité. Alors, une attaque contre ces installations serait-elle réellement envisageable? Et comment est-ce qu'elle se déroulerait? S'il y a un pays dans la région qui s'est doté de capacités d'attaque à longue portée, c'est justement l'Iran. Son arsenal massif de missiles balistiques, dont on t'a déjà parlé sur cette chaîne, en est la preuve. Parmi ces missiles, les Fatah 110 préoccupent particulièrement Israël.
Ces missiles, avec une portée allant jusqu'à 300 km et un système de guidage de précision, sont idéaux pour viser des infrastructures spécifiques comme les plateformes gazières offshore. Les plateformes israéliennes se trouvent à des dizaines de kilomètres de la côte et sont protégées par des systèmes de défense antimissiles israéliens. Mais il y a un problème. Les Fatah 110 sont difficiles à intercepter en raison de leur vitesse et de leur trajectoire imprévisible. Et même si Israël dispose de systèmes défensifs très efficaces, les protéger contre un déluge de missiles de ce type pourrait être un sacré défi. Cela dit, l'Iran aurait une limite à surmonter, la portée des missiles. Fatah 110 ne couvre qu'environ 300 km, ce qui reste limité. Certaines versions peuvent aller plus loin, mais ça pourrait rester insuffisant pour atteindre directement les installations gazières israéliennes. Voilà pourquoi, si l'Iran voulait vraiment s'attaquer à ces infrastructures, il passerait probablement par le Razeb, le Hezbollah libanais. On suspecte d'ailleurs que l'Iran a déjà livré ce type de missile à l'organisation libanaise et il pourrait facilement en fournir davantage. Ainsi, les chances de réussir une attaque seraient beaucoup plus élevées. C'est aussi ce qui explique pourquoi Israël est obsédé par l'idée de repousser le Razeb du sud du Liban et de détruire ses arsenaux et systèmes de lancement. En cas d'attaque réussie sur Léviathan ou Tamar, Israël subirait de lourds dégâts économiques et des coupures de courant fréquentes qui pourraient même devenir inévitables. Alors, dans quelle mesure le gaz a-t-il vraiment transformé Israël? Quel est le risque réel aujourd'hui? Et l'Iran pourrait-il vraiment tenter d'attaquer ces installations? On va voir ça tout de suite. De la panne généralisée à l'autosuffisance. Il y a quelques années encore, la dépendance énergétique d'Israël vis-à-vis de l'extérieur représentait une énorme vulnérabilité. Importer du pétrole et du gaz était crucial pour la survie et le fonctionnement du pays. Bien sûr, acheter de l'énergie à ses voisins, surtout quand on vit dans une région aussi tendue, pouvait rapidement devenir un véritable casse-tête. En fait, la situation était tellement délicate qu'aujourd'hui encore, les statistiques exactes sur les importations de pétrole brut restent un secret d'État en Israël. Personne ne sait réellement combien de pétrole est importé ni d'où il provient. Il faut bien comprendre une chose. Par le passé, Israël a traversé des moments si critiques qu'il a parfois dû échanger des armes contre du pétrole avec des dictatures africaines au bilan très douteux. Mais forcément, quand les pays arabes refusaient de vendre leur pétrole à Israël, les options se faisaient rares. Cependant, les découvertes de gaz ont changé la donne. Regarde par exemple cette information de 2017. D'après le ministre de l'Énergie, le gaz naturel peut transformer le statut géopolitique d'Israël. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui, la situation a changé du tout au tout. Israël est passé de désert énergétique à un acteur clé dans le marché du gaz naturel dans la région. La découverte des champs de Tamar en 2009 puis de Léviathan en 2010 a marqué un tournant historique. Ces gisements ont donné à Israël un avantage stratégique crucial, la possibilité d'atteindre l'autosuffisance énergétique sans dépendre de pays potentiellement instables ou hostiles. Avec des réserves d'environ 500 milliards de mètres cubes de gaz situées à 120 km de la ville portuaire de Haïfa, le projet de la plateforme Léviathan a nécessité un investissement initial de 3,750 milliards de dollars. Ces réserves pourraient désormais fournir du gaz à Israël pour les 30 prochaines années. Et comme Léviathan n'est pas le seul gisement en exploitation, Israël a même commencé à exporter son gaz, notamment vers la Jordanie, l'Égypte et aussi vers l'Europe. L'UE signe un accord pour acheter du gaz naturel à Israël via l'Égypte. Von der Leyen conclut un accord historique avec Israël et l'Égypte pour réduire la dépendance énergétique envers la Russie. Alors ça va sans dire, cette situation permet non seulement à Israël de gagner beaucoup d'argent, mais elle lui donne aussi un atout politique majeur. Aujourd'hui, Bruxelles est plus réticente à s'opposer à Israël. Mais les découvertes gazières ont également eu des retombées économiques importantes. Grâce au gaz, les coupures de courant ont pris fin, l'industrie locale est devenue plus compétitive, les factures d'énergie des ménages ont baissé et le risque pays a diminué en matière d'investissements étrangers. Israël a également renforcé sa position régionale. Par exemple, la Jordanie dépend désormais fortement d'Israël, qui est son fournisseur principal de gaz et d'eau. Si Israël décidait de couper les pipelines, l'économie jordanienne s'effondrerait. En fait, 40% de l'électricité jordanienne est produite grâce au gaz vendu par Israël. Alors qu'est-ce que ça implique? Que la Jordanie a tout intérêt à maintenir de bonnes relations avec Israël. C'est une dynamique qui nous aide à mieux comprendre certaines informations comme celle-ci. La marine US abat des missiles iraniens. La Jordanie autorise l'utilisation de son espace aérien selon un rapport.
Et c'est quasiment pareil avec les Égyptiens. Alors quasiment pareil, mais pas tout à fait, parce qu'il y a quand même quelques différences, puisque l'Égypte dispose de plus de gaz qu'Israël. Mais la réalité, c'est que son secteur gazier est quasiment à l'arrêt. La principale raison, son plus grand gisement, le Zohr, rencontre d'importants problèmes d'infiltration d'eau, ce qui en retarde considérablement l'exploitation. Résultat, depuis 5 ans, l'Égypte importe du gaz naturel israélien, à la fois pour le retransformer en gaz naturel liquéfié et l'exporter, mais aussi pour couvrir sa propre demande intérieure, qui reste supérieure à sa production locale. En clair, sans le gaz israélien, des nouvelles de pénuries énergétiques, comme celles dont on entend parler, deviendraient presque quotidiennes en Égypte, et pas seulement en été. Les nerfs sont à vif en Égypte, alors que les coupures de courant se prolongent durant un été étouffant. Au moins une fois par jour, le bourdonnement des ventilateurs, climatiseurs et réfrigérateurs s'arrête dans tout le pays. Le résultat, l'Égypte n'a aucun intérêt à se brouiller avec le gouvernement israélien. En somme, on pourrait dire que le gaz a été pour Israël comme gagner le gros lot à la loterie. Mais qu'est-ce qu'il se passerait si tout cela s'effondrait soudainement? Et attention, c'est pas juste de la spéculation de notre part. L'Iran menace de frapper les sites énergétiques et gaziers israéliens en cas d'attaque. Les gens, Israël enchaîne les succès militaires ces dernières semaines. Mais il serait une énorme erreur d'oublier que la majorité de son tissu productif et de son système économique repose sur des infrastructures en Méditerranée qui restent extrêmement vulnérables. Pour l'instant, les projets d'expansion visant à augmenter la production de ces gisements ont déjà été mis en pause. Chevron suspend l'expansion du champ gazier Léviathan en raison de l'escalade du conflit. L'opérateur du réservoir offshore israélien met en pause les projets d'infrastructure jusqu'en avril 2025. Cette construction visait à augmenter la production pour l'exportation et l'approvisionnement national. Mais est-ce que ces infrastructures sont réellement en danger? Est-ce que Téhéran va vraiment passer à l'action alors que les forces israéliennes enchaînent les succès militaires? Eh ben, regardons ensemble. Téhéran évalue ses options. Chère communauté diplomatrice, on est face à une partie d'échecs complexe. Si la République islamique d'Iran décidait d'attaquer les lucratifs gisements de gaz naturel d'Israël, elle pourrait certainement causer des dégâts sérieux et des problèmes économiques majeurs à son grand ennemi. Gardez bien cette idée en tête. Ici sur Diplo, on t'a déjà expliqué dans plusieurs vidéos comment l'Iran se prépare depuis des années pour renforcer ses capacités de dissuasion. Le puissant arsenal de missiles iranien pourrait semer le chaos dans les champs pétrolifères du Moyen-Orient et sa marine serait capable en partie de bloquer le détroit d'Ormuz. Quant aux rebelles aussi du Yémen, ils pourraient tenter la même chose dans la mer Rouge s'ils sont suffisamment armés. En soi, ces manœuvres donnent à Téhéran une grande capacité de dissuasion. Mais lancer de telles actions signifierait la fin du régime des ayatollahs. Une intervention internationale menée par les États-Unis et appuyée par toutes les nations arabes serait quasiment inévitable. En revanche, attaquer les installations gazières israéliennes pourrait être une toute autre histoire. Le gaz des champs Léviathan et Tamar est essentiel pour Israël, mais reste quasi insignifiant pour le marché mondial, représentant seulement 0,5% du gaz mondial. Autrement dit, Téhéran pourrait considérer cette alternative comme une solution intermédiaire. En s'attaquant à ces champs, l'Iran garderait sa puissance de dissuasion intacte. Oui, Israël réagirait sûrement, mais probablement de manière limitée. Pourquoi? Eh ben, parce que attaquer l'île de Karg ou provoquer les ayatollahs pourrait déclencher le tremblement de terre économique dont on vient de parler. L'Iran garderait alors toute sa capacité de dissuasion prête à être utilisée. Bien sûr, Israël pourrait viser d'autres cibles comme le programme nucléaire, d'autres installations militaires, voire des institutions gouvernementales iraniennes. Mais cet assaut pourrait relancer l'escalade du conflit, ce que l'Iran ne souhaite absolument pas, autant à cause de la riposte israélienne que d'une autre raison bien précise, une assurance vie inattendue pour ces champs gaziers. Chevron. Les gens, Chevron est l'une des entreprises qui exploitent ces champs. Et tu sais d'où vient cette entreprise? Exactement, des États-Unis. Chevron détient 25% du champ de Tamar et 40% de celui du Léviathan. En clair, l'un des plus grands géants de l'énergie US pourrait avoir une influence significative à la Maison-Blanche. Et Chevron ne se contente pas de contrôler ces champs. Le groupe veut investir des milliards pour augmenter leur capacité et construire une infrastructure pour liquéfier le gaz directement sur les côtes israéliennes. Donc logiquement, une attaque iranienne
anéantirait tous ses projets. Mais surtout, il y a aussi des travailleurs états-uniens sur ces plateformes. Une attaque de l'Iran pourrait donc forcer Washington à intervenir directement. Cela dit, la capacité de l'Iran à envisager une telle attaque montre qu'Israël n'est pas à l'abri non plus. On parle ici d'une destruction économique assurée, ce qui explique pourquoi les choses restent sous contrôle pour le moment et pourquoi la réponse israélienne le 26 octobre est restée si mesurée. Comme je te l'ai déjà dit, on assiste à une partie d'échecs fascinante. Et maintenant, à ton tour, penses-tu que l'Iran irait jusqu'à attaquer les champs gaziers israéliens? Est-ce que ça explique la réponse prudente d'Israël face au lancement de missiles iraniens? Laisse-nous ton avis dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à liker, t'abonner et à partager. Et nous, on te dit à très vite pour plus d'actu.